Dans l'Union africaine, dans le continent africain. L'Union africaine va changer de tête dans les prochains jours. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi va succéder en janvier au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un changement en plein lancement de la zone économique de libre-échange continentale et quelques semaines après les événements de Guerguerat, dont l'Algérie a tenté de faire adopter une résolution au sein de l'Union africaine. Quel défi pour l'Afrique? Quel rôle du Maroc? Quel défi pour l'Afrique en cette période de pandémie Covid-19? On en parle ce matin donc avec vos deux décodeurs, Aziz Saïdi, rédacteur en chef du site lesinfos.ma, et Hafid Boutaleb, cofondateur de l'ICEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Je voudrais d'abord avec vous, Aziz Saïdi, parler de cette zone de libre-échange complet et approfondi, parce que c'est vrai que en pleine pandémie de Covid-19, la création de ce vaste marché régional va être une occasion pour les pays africains de non seulement diversifier leurs exportations, mais d'accélérer leur croissance et d'attirer sans doute des investissements directs étrangers. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est ambitieux, qui est sur le plan de travail depuis pas mal d'années. Là, on y est. Enfin, le lancement officiel, ça va être le 1er janvier. Je pense que c'est un incontournable. Toutes les régions du monde cherchent à s'intégrer pour pouvoir peser économiquement. Malheureusement, l'Afrique est le continent et l'espace géographique le moins intégré. Donc, cette LEGAF vient à point nommé pour pouvoir remédier à cela. Quand je dis, quelques indices, quand je dis que c'est la zone géographique la moins intégrée, c'est que il faut savoir que le commerce intracontinental reste très très faible et que ce sont des opportunités économiques énormes qui sont à côté desquelles l'Afrique passe. Et donc il faut remédier à cela. Bien évidemment, le lancement ne va pas se faire. On va pas imaginer que d'un coup de baguette magique, hein. Oui, effectivement. Que l'Afrique va devenir l'Union européenne du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas, mais c'est bien d'aller dans le bon sens. Et puis, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Guerguerat est tout à fait symbolique par rapport à ça et par rapport aux raisons politiques ou géostratégiques qui font que l'Afrique a un retard au niveau de l'intégration. Or, justement, il faut garantir la circulation des biens et des personnes entre tous les pays africains pour pouvoir promouvoir cette intégration africaine tant souhaitée, et surtout pour un continent aussi jeune et avec des aspirations aussi importantes. Donc, mettre en place des outils et un cadre pour pouvoir justement déployer cette stratégie d'intégration est important. Encore faut-il savoir que cette LECAF va se baser sur les zones économiques régionales. Or, il y a des problèmes au niveau des zones économiques régionales, et notamment, je vais pas la prendre à Hafed, c'est la zone la moins intégrée, c'est bien évidemment le Maghreb. Oui. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des pays encore qui n'ont pas signé cette zone de libre-échange complète et approfondie, ou c'est une majorité de pays quand même qui ont dit oui? C'est la question pour moi? Oui, Aziz Saïdi, oui. Oui, tout le monde n'a pas signé, mais il y a quand même une majorité. On va dire, une majorité, voire une large majorité qui a voté pour. Maintenant, bien évidemment, ceux qui ne signent pas ne sont pas forcés d'ouvrir leurs frontières et de rentrer de force dans la ZLECAF. Ouais. Mais l'idée, il y a quand même des mastodontes qui ont basculé du type Nigeria, donc ça donne de la crédibilité à cette zone. L'idée quand même, c'est d'aller vers cette intégration de manière progressive et de dépasser des fois des velléités ou des choses qui n'ont rien de rationnel ni de logique. Comme je le disais, il y a souvent des sous-entendus idéologiques ou des blocages idéologiques qui font que l'intégration ne se fait pas. Et donc, pour l'instant, la ZLECAF est un outil sur lequel il faut capitaliser, mais bien évidemment, il faut travailler au niveau de chaque zone et de chaque frontière pour pouvoir fluidifier les échanges et pouvoir surtout avoir une politique de développement harmonisée, parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Union européenne se justifie d'autant plus avec l'Union africaine, parce qu'on est africain et on est un pays pionnier dans ce cadre et dans la volonté de vouloir développer l'Afrique par les Africains.
Et voilà, donc espérons que ce lancement de la ZLECAf soit la première étape vers une intégration beaucoup plus poussée. 450 milliards de dollars de gains potentiels grâce à cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est l'estimation de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui parle également de 300 milliards qui proviendraient uniquement des mesures de facilitation du commerce. Donc c'est assez incroyable. Hafid Boutaleb, on va donc voir concrètement cette zone de libre-échange continentale se dessiner à partir du 1er janvier sous le mandat d'un nouveau président de l'Union africaine, le Congolais Félix Antoine Tshisekedi, qui est un ami du Maroc. Oui, alors avant de parler de Tshisekedi, il y a effectivement 24 pays africains qui n'ont pas encore ratifié donc l'accord de libre-échange africain, donc la zone de la ZLECAf, dont le Maroc. Donc en novembre 2020 encore, il y avait 24 pays qui devaient ratifier, ensuite déposer les instruments de ratification de la ZLECAf auprès de l'Union africaine. Donc ça fait quand même encore presque un pays sur deux. Oui, 24 sur 52. Oui, voilà, sur 52. Mais bon, on va dire... Il reste quelques semaines encore. Bon, voilà, il reste quelques semaines et puis ça se fera petit à petit. Oui. Et surtout, ce n'est pas le plus important. Le plus important, parce que ça c'est sur le papier, le plus important c'est que de manière pratique, cette zone de libre-échange puisse réellement se concrétiser, parce que tout cela est bien compliqué. Il faut vraiment aller loin. Ça nécessite une meilleure efficacité des services douaniers, un niveau moins élevé des coûts d'infrastructure, une plus grande hétérogénéité des réglementations, et tout ça, ça prend du temps. Et donc, sur le papier, c'est bien. Donc, on est dans le bon sens, mais ça va prendre plusieurs décennies avant vraiment de rôder le fonctionnement, parce que ça va de l'humain, du douanier entre, on va dire, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, son comportement, jusqu'à la rectification des nations. Donc, c'est vraiment toute une pyramide qu'il faut changer, qu'il faut transformer. C'est une transformation humaine en profondeur. Maintenant, par rapport à la nouvelle présidence de Félix Tshisekedi, alors Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, l'ancien grand opposant au maréchal Mobutu. On se souvient que le maréchal Mobutu est un grand ami du Maroc. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, même si on adopte cette grille de lecture, oui, c'est un ami du Maroc aussi, le fils d'Étienne Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Qui a été rencontré d'ailleurs par Moussine Jazoli tout récemment. Qui était venu se faire soigner au Maroc il y a 2 ans. Oui. Juste au lendemain de son élection. Donc il y a de bons rapports, mais il y a de bons rapports en général entre le Maroc et la RDC. Parce que vous savez que la première intervention militaire extraterritoriale des forces armées royales a eu lieu au Katanga en 1960. Et donc déjà, ça fait quand même une profondeur historique de 60 ans. C'était l'année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et le Maroc avait combattu aux côtés des forces congolaises pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, c'est vous dire que le combat que nous menons, nous, Marocains, aujourd'hui, pour notre intégrité territoriale, il parle beaucoup aux Congolais de Kinshasa. Ça leur parle et ils nous soutiennent et ils sont avec nous, bien sûr. La RDC, il faut le dire, c'est quand même plus de 100 millions d'habitants. C'est le deuxième plus grand territoire d'Afrique, après justement l'Algérie, avec 2,2 millions de kilomètres carrés, donc presque 3 fois la superficie du Maroc. C'est un territoire très riche, un pays très très riche, extrêmement riche. Et les experts qualifiaient ça avant de scandale géologique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un scandale géologique? Ça veut dire que c'est un pays où il y a toutes les richesses que l'on pourrait trouver dans le monde, elles y sont. Dans ce pays-là, et en abondance. Le bois, le gaz, les métaux rares, toutes sortes de richesses y sont. Donc c'est un pays qui a un très grand avenir, à condition d'améliorer donc la gouvernance, puisque c'est un pays qui est passé par de grandes crises, beaucoup de guerres, des millions de morts. Oui. Mais le Maroc a toujours eu un lien étroit avec les autorités de Kinshasa, que ce soit à l'époque du maréchal Mobutu, donc le pays s'appelait à ce moment-là le Zaïre, ou après sous l'ère de Kabila,
et maintenant avec Tshisekedi. Donc, bien sûr, la présidence de l'Union africaine, ça va durer 1 an, celle de Tshisekedi. Il va être à la tête de cette fameuse troïka qui gère un peu, qui est un peu le pendant africain de la gestion en tout cas du suivi du conflit du Sahara avec l'ancienne présidence donc de Ramaphosa et la prochaine présidence qui sera déterminée au prochain la prochaine réunion des présidents africains du Conseil africain du Conseil de sécurité et de paix. Et donc on n'a pas à craindre réellement puisque de toute manière si on se souvient 42 pays sur 51 en 2017 avaient voté pour l'intégration du Maroc au sein de la famille continentale, de l'Union africaine. Donc, la présidence de Ramaphosa était juste une exception, un petit nuage passager. Maintenant, on revient à des présidences qui seront très proches du Maroc et surtout proches de la réalité. Lorsqu'on lance une zone de libre-échange, il ne faut pas bloquer un poste frontière qui est un des principaux axes atlantiques du commerce. Ouais, ça fait mauvaise image. Moussine Jazouli, donc qui était mardi à Kinshasa et qui a remis un message du roi Mohamed VI au président Tshisekedi, message technique et économique, a-t-on précisé. Aziz Saïdi, Afid Boutaleb nous parlait de cette troïka qui a été mise en place donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans sur le dossier du Sahara. Que s'est-il passé concrètement ces dernières semaines? Parce que l'Algérie voulait absolument saisir l'Union africaine sur le dossier des événements de Guerguerat. Oui, tout à fait. On a vu à travers les propos du chef de la diplomatie algérienne, beaucoup d'hommes, qui a dit... Qui a semblé très déçu de ne pas pouvoir faire passer sa résolution. Encore une fois, l'Union africaine, elle a consacré le leadership de l'ONU sur ce dossier. Il y a bien évidemment des tentatives, que ce soit de l'Algérie ou de l'Afrique du Sud, de pouvoir remettre ça sur la table. Cette troïka, c'était une idée. Le Maroc a acquiescé pour ne pas bloquer les choses, mais je pense, vous parliez de la présidence de Tshisekedi. Moi je pense que, au-delà du passif historique et de la profondeur des relations historiques avec le Congo démocratique, n'importe qui à part Ramaphosa nous va bien. C'est parce que justement l'ANC et l'Afrique du Sud, particulièrement l'ANC, ont une position hostile à la souveraineté marocaine, mais on le sait, ils sont alignés sur les positions d'Alger, et donc on a l'impression qu'ils sont de plus en plus en minorité, de plus en plus hors du coup, et que le Maroc, en revenant dans les instances panafricaines, a réussi quand même à justement faire avancer ses arguments, et en rompant avec la politique de la chaise vide, il a coupé l'herbe sous le pied des adversaires de la cause nationale. Ouais, bientôt 4 ans, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Aziz Saïdi, quelle place, quelle position du Maroc dans cette Union africaine, dans l'ère post-Covid qui s'ouvre selon vous, avec cette zone d'accord de libre-échange qui se dessine, avec également cette CEDEAO qui s'affine de plus en plus. Quel rôle stratégique du Maroc en Afrique dans l'ère post-Covid qui s'ouvre selon vous? À mon sens, ce rôle ne saurait être autre que celui de locomotive. De toute façon, on vient d'en parler par rapport à l'Union européenne. Le Maroc représente ce maillon qui relie ces 2 continents et qui peut aussi jouer un rôle de leadership sur pas mal de dossiers. On l'a vu notamment à travers le dossier du changement climatique, à travers le dossier de la migration notamment, mais aussi à travers cette appréhension ou cette conception d'un développement de l'Afrique par l'Afrique et d'une mise en avant des compétences locales. Donc c'est un rôle complexe que le Maroc doit jouer, mais c'est un rôle qui se doit d'être volontariste. Et de toute façon, l'orientation stratégique du Maroc vers son continent est quelque chose d'acté, et que maintenant, il faut dérouler des dossiers, il faut dérouler des projets. Et on parlait d'intégration. L'intégration, elle se fait certes à travers l'abaissement des barrières douanières, mais elle se fait aussi à travers de grands projets transrégionaux. Je pense notamment à celui du pipeline de gaz qui devrait venir du Nigeria et qui est en avec un projet similaire en Algérie. En tout cas, ce genre de grands projets qui peuvent
justement permettre de manière pragmatique, concrète, aux pays de la région de développer l'harmonisation et le co-développement pour pouvoir justement arriver à grappiller ce manque à gagner flagrant qui persiste à cause de blocages notamment idéologiques ou géostratégiques. Merci beaucoup Aziz Saïdi, rédacteur en chef du site lesinfos.ma. À très bientôt sur Atlantique Radio. Merci à Afid Boutaleb également, à très bientôt. Merci à vous. Expert en relations internationales, cofondateur de l'ICEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Vous restez avec nous dans quelques instants, les experts atlantiques présentés par Badr Saoudi. C'est à 10h10. 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba.